Ça marche à fond, hein. Vous avez vu, ça marche à fond. Bon, déjà, je suis hyper contente que vous soyez là. Merci beaucoup. Alors, cette musique, elle n'est pas là pour rien. Cette musique, elle représente la grande porte d'accès aux émotions. Et rayonner à l'oral en restant vous-même, ça veut dire commencer par vos émotions, commencer par ce que vous ressentez. Donc, quand vous avez entendu ça, qu'est-ce que vous avez ressenti? Là, très rapidement, je vais faire juste un petit questionnement, puis je vais reprendre vos propos, parce que vous n'avez pas de micro, mais je voudrais vraiment vous faire part de la joie. Ok, quoi d'autre encore? De la joie, de l'énergie, ouais, d'autres? Toi, j'ai vu, tu étais à fond. Ça t'a rappelé hier soir. Et hier soir, alors sans rentrer dans l'intimité, mais on est entre nous, parce qu'il y a beaucoup de femmes, il y a un homme là. Excuse-moi, hein, je te pointe, j'ai vu tout de suite que tu étais là. Mais sinon, à part toi, j'en vois pas beaucoup d'autres. Donc, c'était quoi hier soir? Elle a fait la fête, donc c'est cette énergie de la fête. Quoi d'autre encore? Oui. Faire partie d'un collectif, d'un ensemble, c'est bien ça, ok? Autre chose par rapport à cette musique? Ok, donc je vais commencer par vous dire que la musique, vous là-bas en haut, que je vous vois hein, très bien, au milieu, spéciale dédicace à Catherine et Charlotte que je vois là et que je connais, et puis vous devant, la musique c'est la grande porte d'accès aux émotions. Ça, c'est la première chose que j'ai envie de vous faire passer comme message, puisque rayonner à l'oral en restant vous-même, c'est d'abord être connecté à vos émotions. Ça, c'est la première des choses. C'est important. Quand on communique, et vous allez avoir à communiquer dans vos entretiens d'embauche, s'il y a des managers ici, dans vos entretiens d'encadrement ou dans vos évaluations annuelles. L'idée, c'est comment je communique avec l'autre, comment je me connecte avec l'autre. Et s'il y a un truc que je veux que vous gardiez de mon intervention, c'est qu'on communique par là, pas par là, par là. Par les émotions, par cette alliance qui se crée entre l'autre et nous. Et elle est là la force de notre humanité commune. C'est-à-dire 1 + 1 = 3. 1 + 1 = 3. Quelle est la troisième personne? C'est le lien de communication. Comment j'entretiens cette relation? Comment je la nourris? Comment je la sublime en fait, cette relation? Alors cette relation, elle peut être à un moment donné avec un dirigeant, un employeur, un manager, mais ça peut être aussi avec votre conjoint, ça peut être aussi avec vos enfants, peut être aussi avec vos parents. La communication est faite de relations. Sinon, on prend la parole et dans parole, pour moi, il n'y a justement pas rôle. Et on nous a appris pendant des années à prendre un rôle, à porter des masques, en tout cas pour ma génération. Ma génération, moi je suis née en 68 et donc je suis dirigeante d'entreprise. Je vais vous expliquer un tout petit peu mon parcours. Mais en tout cas, on vous disait, il y a tes émotions, ça tu les gardes bien à la maison et tu arrives bien au boulot, mais dénué de toutes ces émotions.
En fait, vous savez quoi, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'on n'est pas scindé en deux, on n'a qu'un seul cerveau. Et il y a une partie qui est celui de la raison et il y a l'autre qui est celui de l'émotion. On arrive avec ces deux cerveaux en entreprise ou partout où on va, on est avec ces deux cerveaux. Donc c'est important d'en avoir conscience et c'est important d'avoir conscience que la première partie commence là, dans le bide, dans les tripes, dans le cœur, avant de remonter à la tête. À partir du moment où on a cette conscience-là, on a de la conscience aussi sur qu'est-ce que je ressens quand je parle, quand je communique. Vous voyez, là, par exemple, je suis particulièrement bien avec vous. J'ai senti une belle alliance, j'ai des sourires. Moi, je suis là pour le partage, pour l'échange. Et je sens, je vois là, madame, je ne vous connais pas, mais vous faites oui, oui, oui. Et moi, ça me nourrit. Je me dis, ah ouais, c'est bien ce que je dis, Aurélie et tout, c'est cool, t'es entendu, etc. Donc ça me donne envie de donner encore plus. Voilà. Ça, c'est l'émotion. Ça, c'est l'authenticité. Ça, c'est ce que vous ressentiez. Et ce que vous ressentez, ça va monter à votre tête. C'est-à-dire comment je vais le traduire en mots. Comment, finalement, ce que je ressens va être intentionné en mots. Elle est là, la clé du rayonner à l'oral en restant vous-même. Rester vous-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire rester authentique. Alors, si vous avez de la curiosité, vous irez voir sur Regard Croisé by. Regard Croisé by, c'est des TEDx à la française. Qui connaît le TEDx? Vous pouvez lever vos mains. Oh, c'est super, vous avez des super connaissances. Bon, c'est un format américain dont je me suis fortement inspirée, mais en disant qu'en France, on pouvait faire mieux. Parce que américain égale grosse production et France dit un peu, vous voyez, cinéma d'auteur, quoi. Beaucoup plus en profondeur. Voilà. Et ça, c'est mon sujet à moi. Donc, je m'appelle Aurélie Guénan. J'ai fondé une entreprise qui s'appelle Regard Croisé by, qui existe depuis 2014, le 14 février 2014. Et c'est pas neutre pour celles qui font de la numérologie. Voilà, je vois. C'était vraiment un cadeau au cœur que j'avais envie de faire. Et je me suis dit, si je peux faire quelque chose dans ce monde, c'est apporter une meilleure façon d'être en relation à l'autre. Et pas par injonction, pas par dominance, pas par égo fort, mais plutôt en égo-less. En égo-less. C'est-à-dire se regarder chacun et chacune en équivalence d'humanité. Je le répète parce que cette phrase est forte, se regarder chacun et chacune en équivalence d'humanité. C'est-à-dire accueillir l'autre aussi dans son propos, dans sa parole, dans sa façon de communiquer, dans son authenticité. Vous entendez ce silence? Ça veut dire, comme dirait Polo, qui fait partie de mon équipe, ça veut dire banger. C'est le petit mot Jones pour dire, ouais, ça c'est fort. Et c'est vrai, bon, en tout cas, moi, c'est ce qui me porte en tant que dirigeante, c'est comment je peux modifier l'humanité à partir des organisations. Alors, j'œuvre dans les organisations à transformer les managers et surtout les dirigeants pour qu'ils aient une communication beaucoup moins descendante, beaucoup moins portée par des injonctions et beaucoup plus centrée sur de la contribution, en partant du principe que c'est celui qui fait qui sait. C'est celui qui fait qui sait. Et c'est souvent celui qui fait qu'on n'entend pas. Donc, dans mes clients, on a par exemple le roi Merlin, je vous en cite, vous pourrez aller sur le site et vous en verrez d'autres, mais le roi Merlin, on a à cœur de faire parler devant tous les collaborateurs des hôtesses de caisse qu'on n'entend pas d'habitude, des chefs de rayon, et qui connaissent beaucoup de choses sur leur métier et beaucoup plus impactant que ce que les directions générales peuvent descendre en termes notamment de connaissances clients. Voilà. Donc, au vu de tout ça, ça me donne une forme de légitimité et en totale humilité pour vous parler ici et maintenant aujourd'hui.
On a 600 talks en lien sur Internet que vous pourrez regarder, 600. Je vous donnerai quelques talks à regarder en priorité si ça vous intéresse, parce que vous allez être paumé dans les 600 talks, il y en a beaucoup. En tout cas, ces 600 personnes que j'ai accompagnées, que nous avons accompagnées, j'ai Estelle aussi qui est là, je ne sais pas où elle est, Estelle, mais elle est en haut. Elle est où, Estelle? Elle est tout là-haut, voilà, qui fait partie de mon équipe. Et notre rôle, c'est de mettre les collaborateurs qui sont dans l'ombre en protection de communication. Parce que communiquer avec authenticité, c'est bien de le dire, mais dans le passage à l'action, quand on est hôtesse de caisse et qu'on est devant 75 000 personnes de chez Decathlon, c'est pas si simple. Hein. C'est pas si simple. Donc ça veut dire que on va les accompagner pour qu'elles soient en protection, pour porter un message qu'elles auront choisi, qui est protégé, qui est voulu, et qui est presque sanctuarisé. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre monde, c'est rare les moments où on peut avoir une parole respectée. Regardez sur tous les débats dans les médias, quand on parle, on arrive en média training en disant « je veux dire ceci » ou « je veux dire cela », et les journalistes vous embarquent en fait dans des trucs où vous ne vouliez pas répondre. Même quand vous préparez des entretiens, vous pouvez vous dire, ben voilà, je voulais dire ci ou je voulais dire ça. Et en fait, il ou elle m'a posé des questions et j'ai essayé de dire des choses que je ne voulais pas raconter. Nous, dans notre processus, tout ce que vous allez entendre, c'est une parole choisie et c'est une parole respectée. Et ça, c'est hyper important. Donc en format TEDx, c'est un format de 10 minutes, mais à chaque fois, c'est choisi et c'est respecté. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que plusieurs personnes disposent de quoi? Disposent de ce qu'on appelle un CV intérieur. Tous et toutes, vous allez être amenés à diffuser des CV. Les CV, c'est froid comme un colin, quoi. C'est du descriptif, et dans ce sens-là, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire pour être vraiment dans une connexion humaniste? C'est-à-dire qui je suis dans mon authenticité et comment je parle et comment je me raconte. Alors ça ne se fait pas comme ça s'accompagne. Mais aujourd'hui, on sait que toutes les personnes qu'on a accompagnées avec des CV vidéo, et on sait que ce qui impacte aujourd'hui, c'est la vidéo, sur un format court, vous voyez, entre 5 et 10 minutes, ça permet une expression, ça permet une verbalisation d'émotions, ça permet de sentir vraiment qui vous êtes, parce que vous êtes beaucoup plus qu'une narration écrite sur un CV. Et vous réduire à cette narration écrite sur un CV, c'est vous réduire à quelque chose qui est purement plus informatif que émotionnel. Donc l'informatif, ça se passe au niveau de la tête. L'émotionnel, ça se passe au niveau des tripes et du cœur. Donc, si on parle des tripes, alors, ma conférence, elle va se structurer en, je dirais, 3 temps. Un premier temps, celui de maintenant, où je vais vous donner un peu de théorie. Vous allez pouvoir prendre des notes, etc., en toute humilité. Parce que vous allez voir, chacune, vous allez prendre ce qui vous concerne à vous. Parce que vous avez toutes des parcours différents. Puis, dans une deuxième partie, nous allons avoir le témoignage de Fanny, qui est là, sagement, qui est là, et qui est une talkeuse, et qui va vous présenter un petit peu la mise en pratique de tout ce que je vais vous expliquer en théorie. Vous allez écouter son parcours. Et à la fin, il y aura un espace de questionnement. Parce que c'est important que vous vous impliquiez. Et moi, mon travail n'aurait pas été plein si... à la fin de cette conférence, je ne me dis pas je les ai nourris, chacune à leur niveau. Donc c'est important qu'on crée cette connexion aussi et que vous vous impliquiez.
Alors, avant de vous parler des émotions, je vous ai dit que toute la pensée part à partir des émotions. Donc, on va traiter les 4 émotions primaires. Je vais vous raconter quelque chose de moi, en authenticité. Je vais vous donner quelque chose de moi. Aujourd'hui, on est le 28 mars. Et en 93, le 28 mars, c'est la première fois où j'étais maman. Voilà, donc ça va parler à beaucoup d'entre vous. On bascule dans une autre sphère, en fait. Donc c'est l'anniversaire de Séraphin, mon fils qui a 32 ans aujourd'hui. Et ça n'a pas été simple parce que moi, je suis une fille du Distilbène. Est-ce qu'il y en a qui à qui ça parle, le Distilbène, là? Levez la main. Ah là là. Alors ça, je suis désolée, ça donne tout de suite un truc de génération, quoi. Ça veut dire tu as plus de 55 ans, ma grande, si tu es fille du Distilbène. Voilà. Bon, le Distilbène, c'est un médicament qui a été donné aux femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants à un moment donné. Et on a vu que ça faisait des grosses malformations génitales. Et sur les fœtus, en fait. Donc ça a été arrêté. Moi, je suis née le 22 novembre 68 et ça a été arrêté en décembre 68. Vous imaginez, donc je suis passée vraiment... bon, j'aurais pu y échapper, voilà. Donc j'ai eu une malformation génitale et on m'a dit, tu ne pourras jamais avoir d'enfant. Aurélie, jamais. À 16 ans, je n'avais pas mes règles. On m'a dit, tu ne pourras jamais avoir d'enfant. Donc inutile de vous dire, j'ai jamais pris la pilule. Et le 28, enfin, avant le 28 mars, 9 mois avant, du coup, pardon, quand j'ai su que j'étais enceinte, mais c'était juste dingue, quoi. Ça a été une joie incroyable pour moi, voilà. C'était un cadeau du ciel et c'était quelque chose de très fort pour moi, voilà. Donc aujourd'hui, c'est pas un jour neutre pour moi et je suis très contente de partager ce jour dans cette tribune quasiment à 100% féminine. Voilà. Alors, la première chose que je voudrais vous parler, c'est comment on communique à partir de la joie. Alors, pour la joie, chacune a une vision de la joie. On va faire un quiz test, en fait, pour rendre ce truc un peu ludique. Donc, je vais vous demander d'envoyer la musique sur la joie qui, pour moi, symbolise la joie. C'est la musique d'un film et je vais vous demander de le découvrir pour celles qui veulent jouer. On y va, on envoie la musique de la joie. Ils sont super en régie, là, ils sont au taquet. Qui a la ref ? Mon nom est personne. Bravo. Bravo à toi. Je ne sais pas quel est ton prénom. Virginie, c'est ça? Bravo Virginie. Mon nom est personne. Tu dois être pas loin de ma génération, Virginie. Hein, c'est ça? Voilà. Donc mon nom est personne, c'est un western. Donc c'est un côté un petit peu enjoué, un peu sympathique. Voilà. Et c'est la joie. Alors, la joie, quand on communique, il faut savoir que les 4 émotions primaires, elles s'ancrent, elles s'enracinent quelque part. Donc, l'émotion de la joie, ça s'enracine dans le plaisir du présent. C'est une émotion du présent. C'est une émotion qui nous relie. C'est une émotion qui nous charge en dopamine et oxytocine. Parce que l'émotion, ce n'est pas un truc que je dois gérer, c'est un truc que j'accueille. C'est quelque chose de biologique. Si demain, vous faites une prise de sang quand vous êtes au top de la forme de la joie, comme quand je suis arrivée, et c'est parti pour le show, eh ben, on verra votre taux de dopamine et d'oxytocine qui est au top. Donc, c'est biologique. Donc, c'est quelque chose, il faut dealer avec, puisqu'on l'a en soi. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on en fait de ce truc-là? Ce qui est génial dans la joie, c'est que ça permet le lien, ça permet la connexion. Et quand vous commencez une intervention rayonnée à l'oral en restant vous-même et que vous portez cet élément qui est celui de la joie, ben ça connecte aux autres. Et ça, c'est important.
Souvenez-vous, à chaque fois que vous avez eu un fou rire, vous avez connecté aux autres. Forcément, on a rarement des fous rires toutes seules. Hein. Rarement. Ça peut arriver, mais rarement. Ça arrive? Ok. Et si là, on faisait un exercice de rigoler tout fort, genre je vous assure que toute la salle se mettrait à rire. Parce qu'il y a un truc magique dans les émotions, c'est qu'elles sont contagieuses. Donc ça, c'est un truc à avoir. C'est-à-dire, si vous êtes en train d'un élan, d'une émotion de joie, sachez que ça va irradier autour de vous. Et ça, c'est plutôt sympa. Quand vous êtes manager, c'est plutôt sympa de s'en servir, de fêter les succès. Si à un moment donné, vous arrivez à un entretien d'embauche avec cette énergie de la joie, qu'est-ce que vous allez générer chez l'autre? Ben, plutôt de la joie. Voilà, donc vous qui êtes en reconversion, je vous invite, quand vous communiquez à l'oral, avant à connecter cette énergie, cette émotion qui est celle de la joie. Or, c'est des trucs tout simples, hein. Vous pouvez vous regarder des vidéos avant qui vous font marrer. Avoir une musique. La musique est la grande porte d'accès aux émotions, hein, je vous le rappelle. Hein. Une musique qui vous met en joie, qui vous met dans un mood où vous allez effectivement partager avec les autres. Ok, donc ça c'est la joie. Je crois que j'ai tout dit sur la joie. C'est top. Alors maintenant, on va s'embarquer sur une autre émotion. À votre avis, on va s'embarquer sur quelle autre émotion? La tristesse, voilà. Alors là, je vous embarque sur les émotions primaires. Les émotions primaires, c'est comme une palette de peinture, c'est-à-dire qu'avec ces émotions-là, vous pouvez créer toutes les autres émotions. D'accord? Donc il y en aura 4. Il y a la joie et il y a la tristesse. Allez, on envoie la tristesse. Sortez vos mouchoirs. La liste de Schindler. On la laisse un peu. Bravo. Sentez l'effet là, collectif. Donc la tristesse est une très belle émotion. La tristesse, c'est l'émotion de l'introspection. C'est l'émotion qui dit « je m'effondre, je me pose ». C'est l'émotion de l'arrêt. C'est l'émotion aussi de cette mise en mouvement où, comme à l'automne, il se passe des choses sous les feuilles. On a perdu les feuilles, mais il y a quelque chose qui se passe, qui est en train d'émerger. Donc j'ai envie de vous dire, accueillez l'émotion parce que c'est la porte ouverte la plus forte à l'introspection, l'émotion. Souvenez-vous des moments où vous avez été vraiment triste. Ces moments où vous avez été vraiment triste, c'est peut-être ceux qui vous ont fait le plus progresser, où il y a eu un avant et il y aura un après. Ça vous parle? Je vois oui, ça me parle. Ouais. Nos émotions sont nos meilleures copines. Alors, effectivement, il y a des émotions, on se dit, bah, c'est pas très agréable à vivre, mais si on les regarde comme nos meilleures copines, comme des indicateurs de nos états intérieurs, déjà, ça change les choses.
Et la tristesse, c'est une super bonne copine parce que c'est la porte d'entrée à l'introspection et donc à, au développement personnel. Je pense à une phrase d'Edgar Morin, là, je ne sais pas pourquoi, qui dit « S'émouvoir, c'est se mouvoir. S'émouvoir, c'est se mouvoir. » Donc ça veut dire, s'émouvoir, c'est bouger. Alors ça vaut pour la tristesse, mais ça va valoir aussi pour la colère. On va le voir tout à l'heure. En tout cas, pour la tristesse, parler de sa tristesse en son nom, c'est OK. J'ai été foncièrement triste à ce moment-là. C'est l'accepter, c'est la reconnaître, c'est l'adopter. Ça renforce les liens avec les personnes qui écoutent. Ça, c'est important. La tristesse, c'est un renforceur de liens. Ensuite, ça permet de renseigner sur un manque, un besoin ou un changement. C'est-à-dire quand on est comme ça à l'arrêt, dans la tristesse, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie comme changement. Et du coup, je peux te faire une demande à toi, l'autre, dans cette tristesse. Ce que j'ai envie de poser, c'est que ce qui est important aussi, c'est de ne jamais minimiser la tristesse de l'autre. On va voir avec Fanny, je la regarde, mais vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. La tristesse ne peut pas être minimisée parce que c'est inconditionnellement recevable. Et souvent on dit « Allez, ça va aller mieux, t'inquiète pas, il y a plein de trucs positifs dans ta vie, etc. » Mais quand on est triste, on a juste envie d'être accueilli. Donc la bonne phrase, je vous l'ai notée, je l'ai notée pour m'en souvenir, c'est « Je vois que tu es traversé par quelque chose de difficile. » Je vois que tu es traversé par quelque chose de difficile. Parce qu'en fait, lorsque la tristesse n'est pas reconnue, n'est pas acceptée, ça amène un sentiment d'isolement et un sentiment de vide. Et ça, c'est terrible. Le sentiment d'isolement, le sentiment de vide, ça amène finalement à déconnecter notre humanité commune. Ce qui fait notre force, notre humanité, c'est notre solidarité, c'est notre lien, c'est d'être justement surtout pas seul. C'est en collectif qu'on fera des merveilles. Et je pense que nous, les femmes, là je vais être un peu girl power ou queen, qu'est-ce qu'on m'a dit, queen power? Parce que girl power, c'était has-been. On m'a dit, il faut que tu sois queen power. Je pense que l'avenir est dans notre cohésion, à nous les femmes. L'avenir, qui a été très masculin par le passé, va devenir féminin dans les soft skills que ça va développer. Et nous, dans les soft skills, on a un avantage. C'est que le lien, on en sait quelque chose. Le lien, on l'a connu dans nos tripes. Et le 28 mars aujourd'hui, quand je portais mon bébé et que j'ai accouché, eh ben, c'est le cordon ombilical. Et ça, les mecs, désolé, hein, il n'est plus là, tiens, il est parti. Eh ben, ils ne l'ont pas. Nous, on sait ce que ça fait. D'accord ? Voilà, donc la tristesse, c'est un processus de deuil. C'est la fin de quelque chose. D'accord ? La tristesse, elle s'ancre dans « j'ai perdu quelque chose et il faut que je l'accepte ». Alors, dans le processus de deuil de la tristesse, je vais vous donner quelques indicateurs. En tout cas, le processus, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Il se fait en plusieurs étapes. La première des étapes de la tristesse, je te vois très émue et je t'accueille dans cette émotion. Merci. La première étape, c'est le choc. Quand on vous dit vous avez perdu quelqu'un ou quelque chose ou un boulot, c'est pas forcément une personne hein, dans le deuil. Hein, ça peut être un boulot, ça peut être une illusion. D'accord ? La tristesse du nid vide, je pense que ça va parler à certaines d'entre vous, de ma génération. Quand les enfants partent, on se dit bah, j'ai fait tout ça pour ça. Hein ? Ouais.
Ben, ça, c'est un processus. La tristesse d'un divorce, ça va passer dans plusieurs étapes. La première des étapes, c'est le choc. La deuxième étape, c'est le déni. C'est pas possible. Les gosses, ils vont revenir, au moins le week-end. Le mec, ok, il part avec une cocotte de 20 ans, mais il va vite se rendre compte que c'est quand même mieux à la maison depuis si longtemps. D'accord? Le déni, j'y crois pas, c'est pas possible. Okay. Le boulot, c'est avec tout ce que j'ai fait pendant ces années, c'est pas possible qu'on me licencie. Tout ce que j'ai donné pour cette boîte. Okay. L'entretien d'embauche, c'est avec tout ce que j'ai donné, j'ai préparé, c'est pas possible que ça m'arrive. Ça, c'est le déni. C'est une étape. D'accord? Ceux qui vont rester dans cette étape-là, en fait, ça bascule dans du thérapeutique, dans du pathologique. Parce que le déni ad vitam aeternam, c'est pas être réaliste. Il va falloir le traiter d'un point de vue thérapeutique. Après, vous allez osciller entre la tristesse qui va venir, donc les pleurs, la colère, c'est pas juste, on va y venir tout à l'heure, et le marchandage. Le marchandage, c'est je reviendrai bien un petit peu une nuit avec toi pour voir, pour se dire au revoir une dernière fois avant de divorcer, etc. Vous voyez ? Ou alors, est-ce qu'il n'y a pas un second entretien d'embauche? Voilà, donc ça, c'est le marchandage, ok? Jusqu'à un truc qui s'appelle l'acceptation. Et une fois qu'on a accepté, et bien là, on a évacué la tristesse. Voilà, et on peut passer à autre chose. Et donc, on va passer à la peur. Envoyer DJ la peur. Toujours le film à trouver. Hein. Elles sont trop fortes. Et DJ, c'est même pas la peine d'envoyer parce qu'elles ont déjà trouvé. Elles ont déjà trouvé. Mais pour le plaisir des autres qui n'ont pas entendu, on va l'envoyer quand même. Mais bravo. Bon, c'est les dents de la mer, merci. Vous l'avez trouvé, bravo. Donc la peur, comment on communique avec cette peur? Alors, le grand principe, écoutez bien cette phrase, c'est sous stress, je régresse. Sous stress, je régresse. Donc ça veut dire que le stress, c'est important de s'y préparer. Ok. Qui a vu Les Petits Mouchoirs comme film? Ouais, évidemment, on est en région là, donc ça marche à fond là. Ben, dans Les Petits Mouchoirs, vous vous souvenez quand Marion Cotillard, elle a eu hyper peur avec sa bouée et elle essaye de communiquer avec les autres trublions là qui sont sur le ponton et qui se foutent de sa gueule. Elle n'arrive pas à parler. Elle est stressée, elle n'arrive pas à parler. Ben, c'est ça que ça donne en fait le stress. Pensez aux enfants aussi, aux enfants quand ils ont peur. Ils sont « je ne veux pas y aller » ou voilà. Et c'est une communication qui est difficile. De la même façon, je peux vous illustrer le côté contagion. Vous avez beau rassurer vos enfants, l'école, ça va être super, à la maternelle, la première, et ça, Dieu sait, vous avez tout acheté, le complet ensemble, le cartable, etc. Ils sont tout contents, puis ils arrivent à l'école, et puis ils rentrent dans la classe, et là, tout le monde hurle, ok? Et là, ils hurlent, évidemment. Et là, ça montre la contagion de l'émotion.
Donc la peur, elle s'ancre dans un danger. Et c'est une bonne copine, hein, comme les autres émotions, la peur. Pourquoi c'est une bonne copine? Parce qu'elle nous indique ce danger. Si vous n'avez pas peur, bah là, en sortant, vous allez à pied, vous traversez la rocade. Et a priori, vous vous faites cartonner. Voilà. Donc, on est bien dans de la protection avec cette peur. OK? Donc, l'idée, c'est que la peur, elle est régie par les 3 F. C'est les 3 formes de réaction. Donc, c'est les Américains qui nous apprennent ça. Les 3 F, c'est freeze, c'est-à-dire je ne bouge plus. Et ça peut te sauver, parce que si tu es face à un serpent à sonnette, si tu ne bouges pas, tu es sauvé. Ou à un ours. Moi, j'ai fait un trail au Canada. On m'a dit, si vous rencontrez un ours, vous ne bougez plus. Il ne vous attaquera pas. Donc, le freeze, c'est je ne bouge pas. Le fly, c'est le deuxième F, le fly, c'est je m'envole, c'est-à-dire j'esquive, je fuis. Il y a le feu, vous avez peur, vous partez, évidemment. Ou alors, il y a le fight. Le fight. Eh oui, vous avez peur d'un chien, il vous attaque direct. Voilà. La peur peut se déguiser en colère. On a vu tout à l'heure la tristesse aussi dans le processus. Il y a tristesse, colère, marchandage. On va voir que la tristesse peut aussi se déguiser en colère. On le verra tout à l'heure avec Fanny. Donc voilà. Donc en tout cas, la peur, elle est souvent axée sur est-ce que c'est un danger réel? Et c'est là où je vous invite à vraiment questionner quand vous avez peur avant de parler. Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est fantasmé, cette peur? Ou est-ce que c'est imaginaire? Parce qu'on est tous le fruit de nos cultures et il y a des peurs qui sont imaginaires et qui du coup nous mettent en pilotage automatique. Donc là, il y a une solution, c'est de respirer face à la peur, comme face à la colère. Respirer. Et j'ai envie de vous faire tout de suite l'exercice de respiration. D'accord? Vous êtes OK là-dessus? OK. Donc la respiration qui est utile en colère comme en peur, c'est la respiration ventrale. Il ne s'agit pas de respirer ici, mais ici, il s'agit de respirer au niveau du ventre, c'est-à-dire au niveau du cerveau. C'est-à-dire là, socialement, on s'en fout, on est entre nous. On va le faire le ventre du petit Bouddha, c'est-à-dire je respire, je bloque et c'est un exercice de fréquence cardiaque. J'attends 5 secondes, je bloque et j'expire. Et je bloque. 6 secondes. Et j'inspire de nouveau. Et je bloque. Et j'expire. Et je bloque. Et j'inspire. Et je bloque. Et j'inspire. Et j'expire, pardon. Alors, faire cet exercice-là, je vous ai donné un truc rapidos, hein, parce que ce n'est pas ma spécialité, mais tous les talkers, avant de rentrer sur scène, ils ont la trouille. Et c'est normal. Moi, avant de vous parler, j'avais la trouille. Il y a Sarah Bernard qui disait à un jeune comédien, qui disait j'ai absolument pas peur avant de rentrer sur scène, qui lui répondait du tac au tac, ne t'inquiète pas, la peur viendra avec le talent. Et ça, c'est top. Ça veut dire que la peur est votre meilleur allié et Fanny vous en parlera. C'est votre... Pardon? Il me reste 20 minutes, donc je vais me dépêcher. Donc, la peur, c'est bon. Alors, on se dépêche parce qu'il faut vraiment entendre Fanny. Donc, la peur, l'idée, c'est de se sentir écouté et entendu. Allez, on va faire la colère. Donc, la colère, on dit la colère... vas-y, envoie la colère.
vous allez les trouver. Alors, c'est pas un film là, parce que j'ai pas trouvé de film sur la colère. C'est quoi? Vas-y. Antisocial de Trust. Tu peux avancer un peu pour qu'on soit un peu dans le art de la colère. Voilà. Enfin, le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Ok. Donc, la colère, elle est quoi? Elle est mauvaise conseillère, hein, la colère. Donc, l'histoire, quand on dit rayonner à l'oral, si vous êtes en colère, c'est vraiment de marquer un break et d'aller respirer comme je vous ai proposé pour évacuer cette colère. La colère, elle s'ancre sur une racine qui s'appelle l'injustice, d'accord? L'injustice. Donc, quand vos enfants sont en colère, allez chercher l'injustice. Est-ce que c'est une injustice réelle? Vous leur avez promis quelque chose qu'ils n'ont pas eu, auquel cas vous devez réparer, ou est-ce que c'est une injustice fantasmée, auquel cas l'injustice, ça s'appelle la frustration, c'est l'écart entre ce que je pensais et ce que j'ai. Oui. Du coup, est-ce que la colère, c'est aussi notre amie? Ah ben bien sûr, toutes les émotions sont vos copines. Toutes les émotions. Alors, je vais vous donner un petit peu les atouts de la colère. Ben, la colère, elle donne du courage parce qu'elle provoque de l'adrénaline. La colère, elle aide à l'affirmation. D'accord? Elle aide à « je pose une ligne jaune ». Elle pose son identité, son individualité. Elle donne les limites, la colère. Elle est l'avocate pour obtenir la réparation. Et elle vous permet de sortir du sentiment d'impuissance. Voilà. Tout ça, c'est la colère. Donc, je fais rapide. Et ça y est, Fanny, je vais t'annoncer. Tout ça, c'était de la théorie, juste pour vous dire que vos émotions, dans l'oral, pour rester vous-même en authenticité, la première des choses, c'est de les accepter, c'est de parler en votre nom, de dire ce que vous ressentez. Je suis stressée, je suis en colère, j'ai de la peine ou je suis en joie. Et déjà, vous avez évacué 80% de l'effet de l'émotion. Ok ? Maintenant, on va écouter Fanny. Alors, Fanny, vous allez voir, c'est une de nos talkeuses. Je vais vous demander de lui réserver le meilleur accueil. Elle va vous parler de son parcours professionnel qui met en lumière, en fait, les émotions et comment elle a su dealer avec dans une grande intelligence de situation. Fanny, c'est à toi. Merci. Je suis un peu impressionnée. Je m'appelle Fanny. Fanny Nunes. Nunes, un nom qui te colle à la peau dès la naissance. Une étiquette. Un nom qu'on dévisage avant de t'envisager. Un nom de gitane. Parfois, j'aimerais m'appeler Fanny de la Rochefoucauld. Ça le fait, non? Avoir l'étiquette d'un grand cru. Je suis née gitane. Je me suis toujours sentie différente, singulière, car depuis toute petite, je voulais faire des études. Et chez les gitans, on va pas trop à l'école. Je voulais aller explorer le monde extérieur, m'ouvrir. Je suis fière de ma culture, de mon cépage, mais je ne voulais pas rester enfermée dans nos habitudes, dans nos coutumes et dans nos familles. Je ne voulais pas rester figée. Je voulais libérer mes arômes. Moi, je voulais être avocate. J'ai toujours été fascinée par ces femmes au charisme incroyable, celles qui défendent des personnes vulnérables, celles qui n'ont pas peur de crier leurs convictions. Ma référence, c'était les séries américaines. Mais je me suis dit que j'étais trop ambitieuse. En vrai, je connais aucune avocate gitane. Cet assemblage, il n'existe pas. C'est pas facile de choisir sa vie. On ne sait pas toujours dans quelle direction aller. Il ne s'agit pas de s'interdire des choses ou de renier ses racines. Non, personne ne doit renier ses origines. Mais nous avons la responsabilité de découvrir ce qui nous rend uniques. Ce qui me rend unique, aujourd'hui, je le sais. Je suis chef d'équipe à Palmer. Et vous savez quoi? Eh bien, je m'assume ambitieuse.
Je suis chef. Avoir une équipe, ça m'a mis en responsabilité. Je m'occupe de moi en ayant ce travail, je m'épanouis dans mon travail et je mets beaucoup de valeur dans le travail. Surtout, je me suis rendu compte que travailler au bon endroit, c'est le bon chemin pour découvrir qui je suis. J'ai sous ma responsabilité depuis 3 ans 5 personnes et toute l'année, parce qu'à la vigne, on ne travaille pas que pendant les vendanges. Et pendant les vendanges, on a besoin de plus de monde, alors je pilote une équipe de 40 personnes. Je dirige mon équipe avec 2 valeurs issues de ma culture, l'entraide et les rituels. Et je vais d'abord vous parler de l'entraide. Chez les Gitans, on est hyper soudés et très solidaires. Par exemple, lorsque l'un des nôtres a un souci de santé et qu'il est hospitalisé, il ne se retrouve jamais seul à affronter ses problèmes. C'est une évidence que tout le monde soit dans la salle d'attente. L'entraide à la vigne, c'est quand on a fini un rang, on va aider les autres, on fait les pauses tous ensemble, c'est aussi une évidence. Parlons des rituels maintenant. Dans nos traditions, on se réunit tout le temps, on s'assemble, pour des occasions particulières ou alors sans aucun prétexte. Être ensemble pour nous, c'est un temps hors du temps, un temps qui peut se prolonger et durer longtemps, car c'est dans ces moments-là qu'on crée des liens. Et avoir des liens avec ton équipe te permet de les emmener loin. Alors dans mon équipe, on a instauré la grillade, tous les mercredis, obligatoire. C'est pour l'assemblage. C'est important que les gens se sentent bien. Kylian, il est animateur en chef de ce moment. Il met la musique, il danse, il chante, il chambre les autres. Et surtout, il gère la cuisson de la grillade. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose. Je me suis souvent grillée par mon attitude. Alors je me suis dit que 2 valeurs c'était bien, mais j'avais envie d'en rajouter une 3e, non issue de ma culture, la parole juste. Dans ma culture, on a le sang chaud, on est impulsif, on parle comme ça vient avec le verbe haut, ça fermente direct et ça explose. Quand on est sous stress, sous tension, sous tristesse aussi, notre premier canal de communication c'est la colère. L'agressivité directe et sans filtre. Chez nous, ça décante pas. Et je suis née dans ce mode de communication. C'était ma référence, mon modèle. Pour moi, la meilleure défense, c'était l'attaque. J'étais toujours en mode combattante. Et pour gagner, je mentais, je déformais, j'amplifiais. Tous mes collègues me trouvaient agressive et plus personne ne voulait travailler avec moi. Alors, je finissais toujours dans le bureau de Sabrina, la directrice technique du château Palmer. Et j'ai beaucoup de respect pour Sabrina. Quand je me comportais pas bien au niveau du travail, elle m'a toujours accompagnée de façon juste. Elle m'a montré la ligne jaune à ne pas franchir. La ligne jaune, c'est quand tu tournes mal, tu tournes au vinaigre. Moi, je n'avais pas vraiment la notion de limite dans la relation. Je fonctionnais à l'instinct, un peu comme les animaux, j'ajoutais des problèmes aux problèmes. Un jour, en vendanger, je parlais avec ma collègue. Jacques, le chef de culture, m'a dit d'arrêter de parler. J'ai répondu direct. Je fais ce que je veux. Je suis pas la dernière. Je travaille en même temps. Me faites pas chier. Et il m'a répondu, fermez-la. Alors, c'est monté d'un cran quand je lui ai dit qu'il la ferme lui plutôt. Ajouter des problèmes aux problèmes. Et j'ai encore fini direct dans le bureau de Sabrina. Jacques a demandé une mise à pied sur le champ. Et à ma grande surprise, on s'est tous les 2 fait engueuler. Sabrina nous a dit, vous faites équipe, vous communiquez, vous la jouez collective pour les vendanges, c'est une obligation. Bref, direct, efficace. Et elle nous a renvoyé bosser à la vigne, illico. Le retour dans la voiture, qu'est-ce qu'on s'est mis? Puis le lendemain, bien c'était passé. Une fois que les choses sont dites, ça va mieux. Et surtout, il m'a dit, ta colère, elle vient d'ailleurs. Alors laisse-la dans cet ailleurs. Car ici, à Palmer, c'est différent. Et il avait raison, Jacques. Ma colère, elle venait d'ailleurs. J'ai perdu ma mère à 22 ans, d'une pancréatite. Elle n'avait jamais montré aucun signe de maladie. Un soir, elle s'est sentie mal.
On l'a emmenée aux urgences en mai. Elle est tombée dans le coma, elle est décédée en août. Le temps d'un été, hyper rapide, hyper violent. J'étais très proche de ma maman. Elle était volontaire, elle portait toute la famille, c'était notre pilier. Et du coup, j'ai pris le relais. J'ai été obligée de me consacrer à ma famille. C'est ce qu'on appelle le dévouement inconditionnel. J'ai pas eu le temps de la tristesse, j'ai pas eu le temps de faire mon deuil, j'ai pas eu le temps de m'occuper de moi, j'ai pas eu le choix. Je me devais d'être forte pour gérer la situation au mieux pour les membres de ma famille. Pour mon frère, Johnny, 14 ans, et pour ma sœur, Charlène, 17 ans. Pour eux, j'ai été directe l'avocate de la famille, sans formation, sans diplôme, sans expérience, mais avec toute ma bonne volonté. Et puis, le choc émotionnel du décès de ma mère m'a provoqué une endométriose. Avec mon compagnon, on a fait 4 FIV qui n'ont pas fonctionné. Le diagnostic est tombé, je ne pourrai jamais avoir ma propre famille. Verdict, double peine, je n'ai plus de maman et je ne serai jamais maman. Et c'est dans cet état-là que je suis arrivée au château Palmer. J'avais 22 ans et j'étais immensément triste. Parfois, la tristesse, elle se déguise en colère. Et j'étais en colère. J'aurais voulu avoir une avocate, qu'on me défende, qu'on s'occupe de moi, que quelqu'un me dise « prends soin de toi, prends du temps pour te consolider ». J'étais une jeune fille qui venait de perdre sa maman. J'étais une victime. Et comme ma tristesse n'était pas reconnue, je ne pouvais pas avoir une parole ajustée. Sabrina et Jacques m'ont confié des responsabilités. Et l'élan de la colère s'est transformé en élan de l'action. J'avais un but, une utilité. Et l'opportunité de se développer s'est présentée. Et c'est parce que ma parole avait été ajustée que le poste de seconde culture m'a été confié. Mon état d'esprit a changé et du coup, ça a tout changé. Je suis arrivée vigneronne et 10 ans après, je suis manageuse. J'essaie d'être exemplaire. J'essaie d'être exemplaire, il le faut pour mon équipe. Je m'impose des limites et puis je me dois de progresser. Car quand on a la responsabilité d'une équipe, on a le devoir de les faire progresser eux aussi. Je veux être de celles qui donnent une chance à mon tour. J'ai décidé de reprendre mes études. Je veux continuer d'évoluer dans mon travail, alors je fais un BTS à distance que je finance avec mon travail. Je travaille mes cours le soir, après le travail dans les vignes. Je me suis mis en carafe, je sors pas, je joue pas à la play. Ma priorité à court terme, c'est mon BTS. Et à moyen terme, j'envisage de poursuivre un diplôme d'ingénieur. Et à long terme, d'avoir mon domaine. Merci. Je réalise un parcours de vie comme une mise en bouteille incroyable à Palmer. Mes avocats œnologues, ce sont Jacques et Sabrina. Ils ont gagné le procès de mon nom, a priori. Ils m'ont soutenue et ils m'ont laissé la chance de me révéler autre. Alors, je vous invite à questionner vos jugements, à regarder les autres sous une autre étiquette, celle du développement toujours possible, à ne pas condamner une personne ou un comportement, à ne pas étiqueter le secteur de l'agriculture ni le métier de vigneron ou de vigneronne, à ne pas juger une culture. Je vous invite à donner une chance à ceux qui arrivent cabossés par la vie, à ceux qui ont juste besoin qu'on leur signifie les limites avec fermeté, mais aussi compassion. Soyez de ceux et celles qui donnent aux petits oiseaux fébriles de grands rêves de voyage, avec ou sans caravane. Merci.
n'y a pas de petites histoires, il n'y a que des grandes histoires. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Et chacune d'entre vous, vous avez une grande histoire. Voilà, la rencontre avec Fanny, c'est une rencontre fabuleuse. En 10 minutes, elle raconte son histoire de façon beaucoup plus puissante que sur un CV, vous l'aurez compris. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire plus de démonstrations sur rayonner à l'oral en restant vous-même. Voilà, elle est vraiment elle-même. C'est fini? Alors, est-ce que vous pouvez juste afficher le QR code? Vous avez vu? C'est dommage, j'ai pris beaucoup trop de temps. Excusez-moi. Vous pourrez me retrouver si vous voulez pour poser des questions ou poser des questions à Fanny, surtout sur le parcours. On a fait un QR code. Se raconter pour se démarquer. En plus de votre CV, vous pouvez envoyer une vidéo de 10 minutes qui va être votre histoire. C'est ce qu'on vous propose. On va prendre 10 personnes maximum en avant-première. C'est 3 jours, c'est 5, 6 et 12 juin, plus un tournage le 13 juin à Bordeaux. L'idée, c'est d'investir vraiment sur vos personnalités. Donc, téléchargez bien la plaquette, là. Enregistrez-la. J'ai Estelle qui m'a fait une petite note. Elle me dit, il faut que tu dises absolument ça. Donc, téléchargez la plaquette, enregistrez-la. Lien d'inscription. Voilà, vous l'avez en avant-première. À partir de lundi, on va inonder les réseaux sociaux. L'idée, c'est que quand vous postuliez, vous puissiez avoir votre vidéo de présentation aussi de qui vous êtes. Voilà. Ça, c'est le ding-ding de Poudlard de C'est fini. Putain. C'est ça? Oh, putain. Alors, c'est vraiment ça? Ouais, c'est fini? Oh, j'ai pris trop de temps. Excuse-moi, Fanny, j'aurais aimé que tu aies des questions. Surtout, Fanny, elle va traîner un peu dans les couloirs, là. C'est à elle qu'il faut poser des questions. Hein. Moi, je suis qu'un processus qui amène à vous révéler. Et voilà, c'est tout. Voilà. Si j'ai juste un conseil à vous donner, allez-y. Parce que moi, personnellement, ça m'a changé. J'ai pris confiance en moi. Il y a quelques temps, j'étais incapable de parler devant 10 personnes. Alors imaginez ici. Donc surtout, n'hésitez pas. Aurélie, elle est géniale. Et du coup, ça va vous changer.